Le fait de suivre la dinacharya favorise de conserver et d'entretenir la force de l'organisme, mais aussi de supporter les fonctions cognitives, donc votre intelligence, de renforcer votre système immunitaire, de ralentir le processus de vieillissement, entre autres. Donc on va avoir toute une série d'habitudes qui vont nous être proposées dans la dinacharya. Personnellement, je trouve absurde de suivre tout à la lettre. Tout ce que je vais vous donner, l'objet n'est pas forcément de tout suivre. Il peut être pertinent pour vous de tout suivre, mais c'est vous questionner de quoi j'ai besoin, quels sont les types de déséquilibres que j'ai tendance à avoir et quelles sont les choses que du coup il faut que j'emploie quotidiennement. Sinon, je vais déclencher un déséquilibre où je sais que dans ma famille, il y a plein de problèmes de ce type-là, donc je vais prévenir. Et du coup, aujourd'hui, de toute façon, c'est l'ère dans laquelle on est. C'est pas d'appliquer bêtement les choses, mais de trouver ce qui nous correspond. Donc, de prendre ce que je vous propose, je vais vous donner tout ce que la dinacharya inclut, et vous regardez de quoi j'ai besoin là-dedans. Personnellement, moi, j'applique pas tout, j'applique un certain nombre de choses, et j'en ai des bénéfices. Mais tout appliqué, déjà, ça devient automatique et robotique, ce qui a plus grand chose à voir avec de la conscience et avec du soin de soi, etc. Donc voilà, juste pour vous dédramatiser, parce qu'il y a une certaine liste. Et vous allez vous dire, comme toutes mes années, il va falloir que je me lève 2 heures avant. Après, je vous dirai, si vous êtes à la retraite, que vous avez des faiblesses physiques, le fait de tout faire peut avoir un sens, parce que votre corps a besoin de plus de soins. Donc voilà, c'est toujours s'adapter pour rester intelligent à ce qui existe et non pas ce qui est idéologique. Donc la première chose, c'est l'heure de lever. Selon l'Ayurveda, l'heure de lever devrait se faire au plus tard 48 minutes exactement avant le lever du soleil. Ce qu'on appelle Brahma Muhurta. C'est l'heure de Brahma en fait. Et on conseille de se lever à cette heure-là. Donc ce qui signifie, pour nous, ça a le désavantage que notre heure de lever du soleil est irrégulière et se modifie beaucoup suivant les saisons. Moi, je vous conseille de regarder déjà le temps de sommeil dont vous avez besoin, pas celui que vous aimez, selon dont vous avez besoin. Ça peut être 2 choses différentes. Et par exemple, au moins les 3/4 de l'année, que ce soit une heure dans laquelle vous n'entrez pas dans la phase kapha. Surtout si vous avez des soucis, mettons, un peu de surpoids, quelques désordres de kapha. Parce qu'à partir du moment où vous vous levez en heure kapha, vous augmentez beaucoup l'énergie kapha et vous engourdissez, vous alourdissez votre organisme. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous lever. Se lever est un mouvement et c'est un changement de rythme. Donc c'est logique que ça se fasse en heure vata. Donc normalement, si on prend l'heure pile, ça devrait être avant 6 heures du matin. Mais comme le soleil, nous, parfois, maintenant, il se lève quoi? À quelle heure? 8 heures? 8 heures, ouais. Donc, ce qui fait que si on est intelligent, ça veut dire que vous pouvez aussi peut-être, l'hiver, vous avez besoin de plus de sommeil. Donc, vous voulez vous lever juste à 8 heures. En ce moment, vous pouvez vous lever à 8 heures. Par contre, il faudra que vous recaliez aussi. Alors, soit vous choisissez, suivant comment vous fonctionnez, une heure fixe, soit vous vous recalez suivant les saisons, ce qui serait tout à fait logique et naturel de suivre le changement des saisons. En été, le fait de vous lever à 8 heures, votre corps, il n'a pas besoin. Hein. Il peut se lever beaucoup plus tôt. Hein. Par contre, ça implique le fait de se lever plus tôt, de se coucher plus tôt, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Et c'est vrai qu'on fatigue beaucoup moins l'organisme à se coucher plus tôt parce qu'il est déjà connu que les 4 meilleures heures de sommeil sont entre 10 heures et 2 heures du matin. Et il se trouve que la fin de l'heure kapha de la soirée est justement à 10 heures. Donc en fait, se coucher un petit peu avant 10 heures est l'heure idéale en fait. Ce qui n'est pas forcément adapté à votre mode de vie. Néanmoins, ça n'empêche pas de le savoir et de voir comment est-ce que je connais ça, je ne peux pas faire, mais comment est-ce que je peux moduler? Est-ce que peut-être je peux me lever, au lieu de me coucher à minuit, peut-être que je peux me coucher à 23h30 ou 23h, ce qui me fait déjà une demi-heure en plus. Et c'est comme ça que vous améliorez votre qualité de vie tout en l'adaptant à vous-même, sans suivre des choses rigides. Et les choses rigides font que soit je les prends, soit je ne peux pas les prendre. Et il y a une mesure entre les deux. L'intérêt de alors, on dit que de se lever en heure de Brahma maintient en bonne santé et augmente l'espérance de vie. Et que cette règle-là ne s'applique pas aux personnes qui sont malades, qui, eux, ont besoin de plus dormir et de récupérer justement en heure kapha. En fait, l'intérêt à ce moment-là, avant le lever du soleil, en fait, l'environnement contient beaucoup plus d'oxygène qu'après le lever du soleil.
pour une question de création de CO2 ou de création d'oxygène par les arbres, les plantes, etc. Et il se trouve que bon, quand vous êtes à Paris, ça va moins se sentir, mais à l'époque où l'Ayurveda a été écrit, vous viviez dans la nature. Donc le fait de vous lever avant le lever du soleil permettait de mieux oxygéner le corps. Et on sait qu'une meilleure oxygénation effectivement de l'organisme est un puissant antioxydant. Il permet aussi que vous ayez une meilleure oxygénation cérébrale, ce qui fait qu'effectivement, quand vous étudiez à cette heure-là, quand vous étudiez avant le lever du soleil, vous êtes plus concentré, vous mémorisez mieux, pour des raisons purement biochimiques. Donc le fait d'être mieux oxygéné, d'une part ça donne de l'énergie, ça oxygène mieux le cerveau, donc vous avez des meilleures capacités cognitives. Le fait que votre corps soit mieux oxygéné, votre système immunitaire est boosté, ce qui vous permet de mieux résister contre les différents éléments pathogènes. Donc ça augmente Agni globalement. Comme ça augmente Agni, ça augmente l'absorption des vitamines, des minéraux et des protéines, donc ça augmente votre capacité d'assimilation. Ça a tendance à rendre le corps plus alcalin, qui a tendance plutôt dans notre société à devenir plus acide. Et un corps mieux oxygéné, c'est un corps dont les cellules vont être plus élastiques. En fait, vous allez créer des cellules de meilleure qualité, tout simplement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, une fois qu'on s'est levé, ce qui est recommandé, c'est de directement aller évacuer les malas. Et normalement, un transit intestinal qui fonctionne bien, vous devez pouvoir évacuer les selles dès le lever. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez déjà une perturbation de la production de ces malas-là. Que vous verrez, vous voyez ça dans le 3e module. Donc vous pourrez réguler ça éventuellement lors du 3e module. Et en fait, il y a un impact. Si vous n'arrivez pas à évacuer les selles, ça a un impact clairement sur l'esprit. D'ailleurs, on dit « Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu n'as pas fait caca ». Mais c'est vrai que ça a tendance à énerver. D'une part, ça a tendance à énerver. Et d'autre part, si les selles sont, parce que c'est des selles de mauvaise qualité, ou parce que, alors soit c'est un problème de contenu, un problème de sel, ou un problème de contenant, que vous avez un problème avec votre côlon. Côlon trop sec, côlon trop long, côlon déshydraté, côlon inflammé, etc. Et en général, quand c'est inflammé, vous allez plus aux toilettes. Eh bien, vous allez avoir une réabsorption des sels dans lequel il n'y a plus rien à absorber. Une partie de votre côlon continue à absorber. Ça finit de s'absorber, vous finissez d'absorber vis-à-vis de ce qui reste de votre dernier bol alimentaire à partir du milieu du côlon, début du côlon descendant. Mais avant, vous continuez d'absorber ce qui reste de nutriments. Donc, des sels qui restent dans le côlon vont continuer à être réabsorbés. Mais là, ça va être des éléments toxiques qui vont être réabsorbés et ça va faciliter, par exemple, l'apparition de crampes, de petites choses. Mais ça va perturber l'organisme. Ah oui, c'est anormal d'aller tous les 2 jours, par exemple. C'est quelque chose à réguler. Plusieurs fois par jour, c'est normal. 3 fois par jour, par exemple, ça peut être normal. Donc, c'est le 2e point. Premier point, se lever avant le lever du soleil. Pas forcément 3 heures avant, 48 minutes avant, précisément. 2e point, une fois que vous êtes levé, vous allez évacuer ce qu'il y a à évacuer. Ensuite, c'est le moment de l'eau chaude. Alors, le fameux rituel de boire de l'eau chaude. Si un jour ça vous est possible, surtout si vous allez en Inde, parce qu'en France ce sera hors de prix, sauf si vous avez les moyens, c'est d'avoir un récipient dans un métal semi-précieux ou précieux. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Inde et les prix n'ont rien à voir avec ce qui existe ici. On a l'habitude de conserver de l'eau dans des récipients en argent qui, globalement, si vous l'achetez ça en Inde, je ne sais pas si on peut les commander, peut-être qu'on peut commander, c'est à voir. Et en fait, on met de l'eau la veille au soir et on la boit le lendemain matin, ce qui fait que l'eau s'est chargée dans les propriétés du métal en question. Et l'argent en particulier rend l'eau plus rafraîchissante. Donc déjà, c'est plus hydratant, plus rafraîchissant. Et l'argent augmente l'espérance de vie. Il y a énormément de propriétés. Même chose pour l'or, mais là, c'est hors de prix. Et on fait aussi pour le cuivre. Le problème du cuivre, c'est que ça a tendance, il faut bien le nettoyer et pas laisser d'humidité, sinon ça va tourner. Mais sinon, on utilise des pots en cuivre et le cuivre a aussi des propriétés anti-inflammatoires notamment. Donc c'est cette eau-là qu'on a laissé macérer, juste la nuit, qu'on va utiliser et qu'on va faire chauffer. Alors, bien sûr, voir est-ce que vous en avez besoin ou pas. Si vous soufflez déjà, si vous avez déjà votre langue toute blanche,
toute blanche, pardon, toute rose, que vous êtes Pitta dominant, le fait de boire de l'eau chaude n'est pas vraiment approprié. Donc, c'est valable surtout pour les personnes Vata et Kapha et pour les personnes Pitta, voir si elles en ont besoin. Là, il faut qu'elles se posent la question. Est-ce que le matin, je bois juste l'eau que j'ai laissée macérer dans le métal avec le métal de mon choix ou une eau de qualité autre? Ou est-ce que là, je vois que ma langue est un peu plus blanche, que j'arrive justement, je ne suis pas allée à la selle, donc le fait de boire chaud va m'aider, que j'ai de l'ama, là, effectivement, boire chaud est pertinent. Ou ce que peut faire une personne Pitta, une eau qui est extrêmement bonne pour une personne Pitta, c'est de l'eau qui est bouillie et refroidie. Donc on peut faire, parce que le fait d'avoir fait bouillir l'eau, elle est beaucoup plus hydratante par la suite, parce que vous pouvez mieux l'assimiler. Rappelez-vous que l'eau demande une assimilation par le corps. Donc si vous buvez beaucoup trop d'eau, vous allez, d'une part, vous risquez de faire de la rétention d'eau, prendre du poids, perturber votre métabolisme. Donc faites attention aussi à ça. Le fait de boire de l'eau, en particulier chaude le matin, prévient l'apparition des hémorroïdes, prévient les troubles du côlon, soigne la fièvre et les maladies de l'abdomen. Il aide aussi, donc l'eau chaude aide aussi à aller à la selle. 4e point, on va se laver les dents. À l'origine, on se lavait les dents avec des bâtons comme ça. En fait, vous coupez le bâton et vous mettez contre la gencive et la dent. Donc on vous parlera de stick dans les textes ayurvédiques, pas de brosse à dents. Et les goûts qui étaient utilisés étaient les goûts astringents. L'astringence permet de resserrer vos gencives, a tendance à tuer les bactéries pour éviter qu'en fait les bactéries passent dans les interstices. Parce que quand les bactéries passent dans les interstices des gencives, ça va sur l'os de la dent et ça crée des inflammations de l'os de la gencive, ce qu'on appelle une parodontite par exemple, qui est quelque chose d'assez violent et ça peut mettre en péril vos dents. C'est une racine d'arbre qui a été utilisée, Salvadora persica. Donc en fait, on prend des poudres dans la bouche et ensuite on se lave les dents comme ça. Bon, je vous donne pourquoi est-ce que c'était écrit et ce genre de choses, on ne connaît plus. Et néanmoins, selon les études qui ont été faites, le plus efficace, c'est la brosse à dents électrique. Sachant que la brosse à dents électrique a tendance quand même à augmenter Vata dans l'émail et dans la gencive, à cause du mouvement rotatif. Voilà, c'est plus efficace pour enlever l'ama, parce que tout ce que vous avez sur vos dents qui reste, c'est de l'ama. Et l'ama peut créer une inflammation. Donc, soit vous utilisez quelque chose de plus efficace pour enlever l'ama, mais il va falloir vous compenser au niveau de Vata, et je vais vous donner de façon de quoi contrebalancer. Soit vous prenez une brosse à dents manuelle, vous enlevez moins d'ama, mais par contre, ça ne perturbe pas Vata. Ça peut dépendre aussi de votre constitution. Si vous êtes plus Pitta Kapha, il vaut mieux plus, je pense, de l'électrique parce que le terrain inflammatoire est plus important, surtout pour Kapha, qui crée beaucoup d'ama. Et pour les personnes Vata, peut-être prendre plus une manuelle. Sachant que si vous avez beaucoup de Vata, les personnes Vata doivent faire très attention à leurs dents. Ils ont des dents très fragiles avec des interstices de partout, ça se carie très facilement. Donc il faut qu'ils fassent vraiment très attention. On peut utiliser aussi du trikatu et du tripala avec du miel par exemple et de l'huile pour laver les dents et de l'huile. Faire une pâte tout simplement. L'huile de sésame. Après ça peut dépendre de votre constitution. On rajoute aussi du sel et après les autres plantes ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de recette exacte. Vous allez prendre votre miel, votre trikatu, votre triphala et vous allez chercher la... Sachant qu'il faut que vous ne mettiez pas trop d'huile pour pas que ce soit trop liquide. Donc moi je mettrais même proportion de trikatu, de triphala et de miel et une demi-portion d'huile par rapport à la quantité que vous voulez faire. L'huile notamment de sésame, ça se conserve très bien. Les plantes aussi, ça se conserve très bien, le miel très bien. L'argile n'est pas aussi bien que ce que je viens de vous donner. Parce que le miel augmente Agni, et quand même tridoshique, ce qui n'est pas le cas de l'argile. Et les plantes ont des effets antiseptiques et anti-inflammatoires très intéressants que l'argile ne va pas remplacer. Et l'huile permet de lubrifier les dents et de les protéger. Donc l'argile, c'est moins bien. Et un petit peu, une pincée de sel. Ça va augmenter en fait l'efficacité, notamment sur les gencives. Ensuite, donc, on s'est levé tôt. On est à la toilette, on a bu de l'eau chaude, on s'est lavé les dents. Et maintenant, on se lave la langue. D'ailleurs, vous pouvez faire les deux en même temps. Parce que notamment pas mal de brosses à dents qui proposent un côté pour vous laver les dents. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un rap-langue
qui est un peu... Alors déjà, surtout si c'est en inox, sérieux, l'inox c'est pas très bon hein, comme métal, donc prenez-le au minimum en cuivre pour justement récupérer les propriétés positives si vous absorbez un peu de cuivre. Mais l'inox, le corps n'en a pas besoin. Ou alors vous faites ça avec votre brosse à dents. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un gratte-langue. Parce que le gratte-langue, il faut faire attention. Comme c'est un truc comme ça, dans cette forme-là. Donc on a tendance à pas mal tirer sur la langue. Et ça, ce que j'ai pu observer, que ça provoque des problèmes de mâchoire par la suite. Donc, juste la brosse à dents, c'est bien. Mais si vous avez un gratte-langue, ok, mais allez-y doucement. Traditionnellement, c'était toujours effectivement en or ou en argent. L'intérêt de se laver la langue, c'est que ça augmente les perceptions gustatives. Vous allez mieux sentir ce que vous mangez par la suite, donc c'est quand même plus agréable. Ça favorise d'enlever les mauvaises odeurs buccales. Voilà, donc principalement c'est pour ça. Donc, quand vous faites ça, c'est même pas grave si vous réingurgitez. Votre langue n'est que la carte de ce que vous avez dans les intestins. Et c'est parce que vous êtes dans les intestins que la nuit, en particulier, ça remonte. Ensuite, on s'est lavé les dents, on s'est lavé la langue, et maintenant, il est temps de faire Gandusha. Gandusha, vous savez comment ça s'écrit? On l'a vu, vous l'avez dans votre premier module, je crois. Donc, Gandusha, ce sont des gargarismes, des choses qu'on met dans la bouche, soit pour impacter la gorge, soit pour impacter la cavité buccale. L'intérêt de Gandusha, c'est de augmenter la fermeté des gencives et ça augmente les perceptions gustatives. Ça renforce votre mâchoire, votre voix et ça a un impact même sur votre visage. Ça a tendance à... Les traitements ayurvédiques, en particulier la dinacharya, a tendance à ouvrir votre visage. Ça soigne les sécheresses de la gorge, les lèvres qui ont tendance à se craqueler, en particulier l'hiver. Et ça permet d'avoir une meilleure force de mastication. Alors, traditionnellement, on utilise de l'huile de sésame qu'on garde 2-3 minutes dans la bouche. Et ensuite, on crache. Alors, je vous conseille les toilettes pour les cracher. On sait par des recherches scientifiques que ça inhibe certains éléments pathogènes, certaines bactéries, comme les streptocoques, par exemple, qui sont responsables des caries dentaires. Donc, et quand vous allez le faire, vous allez voir que vos dents ont toujours un léger film, comme si vous aviez quelque chose pour les protéger réellement. Alors, donc, on a l'huile de sésame. On n'utilise pas d'huile de coco dans la bouche, sinon vous allez augmenter le développement bactériologique et microbien de votre cavité buccale, puisque l'huile de coco est parfaite pour développer une culture de bactéries. C'est extrêmement humidifiant, donc on évite de faire ça, même si on a des problèmes de pitta, parce qu'on va désinflammer d'un côté, c'est intéressant pour le côté anti-inflammatoire, mais on risque de développer très facilement des problèmes au niveau buccal. Donc surtout, ne prenez pas cette habitude-là. En revanche, quand vous êtes pitta dominant et que vous avez tendance au saignement, l'huile de sésame peut ne pas être adaptée à vous. Donc ce que vous pouvez faire des bains de bouche faits à partir de jus d'aloe vera. Qui aujourd'hui, vous pouvez retrouver ça dans les publications de recherche scientifique qu'on appelle PubMed, que ça a un impact effectivement positivement en dentisterie sur le développement des bactéries. Et en général, on conseille d'associer de la propolis, mais la propolis augmente pitta, donc ne le faites pas. Mais si vous voulez faire des bains de bouche régulièrement, vous avez donc l'huile de sésame, l'aloe vera ou aloe vera plus propolis. Et tout ce que vous trouvez dans le commerce, comme pour les bains de bouche, ne peuvent pas être pris sur le long terme parce qu'ils sont trop agressifs. Soit ça va vous colorer les dents, soit ça provoque des problèmes de pitta, de dessèchement de la cavité buccale ou autre, parce que quand vous prenez quelque chose dans votre bouche, c'est déjà absorbé. Donc ça a un impact sur votre glande pituitaire, par exemple, sur votre visage. Donc voilà, pensez bien global. PubMed, ce sont toutes les recherches scientifiques qui sont publiées aujourd'hui. Je suis le truc. Donc, c'est des recherches scientifiques en anglais, de médecine allopathique. Donc, on a fait Gandusha, et maintenant, on va faire Nasya. Nasya, Nasa, ça veut dire le nez. Nasya, ça veut dire quelque chose dans le nez. Quelque chose qu'on met dans le nez. Donc, Nasya, on va mettre des choses dans notre nez en petite quantité,
L'objet de Nassia est de stabiliser la vision, de stabiliser les capacités olfactives et de capacité de stabiliser les capacités auditives. Et pour l'avoir beaucoup fait, je peux vous dire que ça marche. J'ai des capacités olfactives au-dessus de la normale, j'en suis rendu compte rapidement. J'ai fait Nassia pendant 4 ans, tous les jours. Aujourd'hui, quelqu'un ouvre un paquet de fraises dans la pièce d'entrée, je le sens d'ici. Ça peut être pas forcément très agréable à vivre d'ailleurs. Je sens absolument toutes les odeurs en fait. Donc ça marche vraiment. En fait, le fait de faire Nassia stimule tous les nerfs qui sont reliés à vos différents organes sensoriels. Et la même chose pour l'audition. J'ai une audition qui est assez fine, liée au Nassia. Par contre, au niveau oculaire, ça n'a pas eu d'impact. Parce que j'avais déjà des problèmes oculaires quand je faisais ça. Donc voilà, donc ça a un réel impact sur votre organisme. Ça impacte tout votre visage et ça impacte vos cheveux aussi. Donc ça permet de ralentir le grisonnement des cheveux, de ralentir la chute des cheveux. Ça peut calmer des tremblements, notamment avec la vieillesse. On peut avoir, ou certains, voilà, on a bu trop d'alcool, on a fait des bêtises, on peut avoir des tremblements essentiels au niveau de la tête. Ça arrive souvent avec la vieillesse. On peut soigner ce genre de choses-là. Vous avez jamais vu peut-être vos grands-parents un petit peu, voilà. Ça ouvre le visage et ça nourrit les capacités cérébrales. Donc au niveau émotionnel, vous êtes plus calme, vous êtes aussi plus pointu dans votre capacité de concentration, dans votre réflexion. Traditionnellement, on fait ça avec de l'huile. Alors, ça va dépendre. Là, on va quand même choisir suivant votre constitution et suivant vos déséquilibres. On peut faire ça avec de l'huile de sésame. En yoga, ils font ça avec de l'eau et du sel, ce qui a surtout une vertu purifiante que vraiment nourrissante. Vous pouvez faire ça avec du ghee ou du ghee médicalisé dans lequel il y a des plantes. Il y a un truc pour rendre de bonne humeur quand vous êtes ronchon, c'est l'eau de rose en Nassia. Je trouve que j'ai un peu fait le tour de ce qu'on met globalement dans le nez. Après, vous pouvez essayer différentes choses. Considérez que votre cavité nasale est une zone d'absorption qui a un impact sur votre cerveau très rapide. C'est bien pour ça que les junkies utilisent ce principe-là pour se shooter. Donc, utilisez ce principe-là positivement et vous pouvez faire des essais, doucement. Et pour Kappa, on va mettre des poudres. J'ai apporté une poudre qui stimule, qui réveille, qui contient de la caféine naturelle, donc qui va aussi être absorbée au niveau de la cavité nasale. Et après, on a des huiles spécifiques pour soigner, par exemple, si vous avez des problèmes de nez récurrents, vous pouvez utiliser des huiles médicalisées. Il y en a une que je vous ai amenée qu'on appelle Anu Thailam. Anu, ça veut dire la petite huile. Thailam, ça veut dire de l'huile.